Le rôle de l'avocat, vous conseiller et vous défendre. Le rendez-vous des avocats avec le barreau des Hautes-Alpes. Comme chaque semaine sur d'ici, notre rendez-vous avec l'Ordre des avocats des Hautes-Alpes. De semaine en semaine, vous découvrez le champ de compétences, le champ d'intervention des avocats présents dans l'ensemble de ce département. Nous sommes avec Maître Coleman aujourd'hui pour parler des baux ruraux, le bail rural. Bonjour Maître. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut situer le principe et le sujet, ce qu'est un bail? Un bail rural, je pense, a beaucoup d'importance dans le département puisque ça reste un département rural et agricole. C'est le bail qui lie un propriétaire de terre agricole avec un fermier, appelons ça de façon simple, un fermier, et qui définit les obligations de chacun, donc la façon dont le fermier devra exploiter. Et donc il y a beaucoup de terres dans le département qui sont concernées par ce statut, cette problématique. L'impression, a priori extérieure, est de dire qu'on est dans un sujet sensible où les lignes de démarcation, si je puis dire, ne sont pas forcément claires. Pourtant, le droit doit l'être. Alors oui, c'est vrai que le sujet est très sensible puisque le droit d'exploiter des terres pour un agriculteur, c'est l'outil de travail. C'est un petit peu comme pour un commerçant son fonds de commerce. Et il y avait encore jusqu'à récemment des points qui ne sont pas toujours tranchés. C'est ainsi qu'il y a à peu près un an de cela, la Cour de cassation a statué sur une question qui avait été posée dans le département et qui peut intéresser pas mal d'agriculteurs, ce qu'on appelle la clause de reprise sexennale. C'est-à-dire que normalement, les baux ruraux sont faits pour une durée de 9 années. Le propriétaire qui veut reprendre pour exploiter lui-même, pour faire exploiter par quelqu'un de sa famille, s'il y a un fermier en place, il doit normalement attendre 9 années, sauf si il insère ce qu'on appelle une clause de reprise pour reprendre au bout de 6 années et donner congé encore 2 ans plus tôt auparavant. Et le point qui n'avait jamais été tranché, c'était de savoir si on pouvait, par un seul acte d'huissier, dire qu'on insérait cette clause dans le contrat et en même temps donner congé dans les 2 années qui venaient. Donc la jurisprudence ne disait pas s'il fallait un acte ou 2 actes. Et c'est à Gap que dans un dossier le problème s'est posé, un seul acte avait été délivré et la Cour de cassation a dit que non, finalement il aurait fallu 2 actes pour la Cour de cassation. Maintenant le problème a été tranché, c'est un arrêt de principe publié au bulletin des arrêts de la Cour de cassation, un arrêt vraiment important qui dit pour ce type de clause il faut dans un premier temps délivrer un acte d'huissier qui dit qu'on insère la clause. Et après, il faut un autre acte qui dit qu'on va donner congé en application de cette clause. Sinon, c'est nul. En vous rencontrant, on peut agir lorsqu'il y a un problème, mais aussi prendre conseil au préalable, c'est-à-dire avant de faire les papiers, surtout quand on est dans un monde où on n'est pas forcément au quotidien dans les papiers, il est de bon ton de rencontrer un avocat. Oui, je crois que c'est essentiel en plus dans cette matière-là où on parle de contrat, où parfois on va après par rapport au contrat écrire des choses par des courriers sans peser chaque mot, et qui vont créer des ambiguïtés, voire laisser croire à une partie qu'elle a des droits différents de ce qu'elle pensait, ou la partie adverse va s'emparer d'un terme maladroit dans un courrier, où ça peut changer toute la suite si après il y avait par exemple un contentieux. Donc souvent, je dirais dans les 3/4 des dossiers, on se dit quel dommage que les personnes ne soient pas venues avant consulter avant de faire elles-mêmes un courrier ou d'envoyer un mail ou quelque chose qui contenait des tas de maladresses qui vont être ensuite utilisés par son adversaire. Quid de la question qui vise à forcément écrire? Alors, il se dit souvent que quelqu'un qui utiliserait une terre agricole au bout de quelques années aurait un droit de fait, etc. Que dit le droit sur ce raisonnement qu'on entend souvent, peut-être sans fondement? De toute manière, une personne qui exploite ou qui utilise un objet pas seulement agricole depuis plus d'une année ne peut pas mettre dehors l'occupant comme ça, sans passer par la justice. Ce serait une voie de fait. Quand on possède quelque chose, quand on l'utilise depuis plus d'une année, le propriétaire qui veut peut-être légitimement le récupérer ne peut pas venir simplement comme ça, manu militari, récupérer. S'il y a un désaccord, il faudra passer par une décision de justice. Et c'est vrai qu'en matière de baux ruraux en particulier, la loi elle-même reconnaît l'existence des baux verbaux. Donc ça peut donner lieu à énormément d'interprétations, de contentieux, de difficultés sur la validité, l'existence du bail, ses conditions. Et ça, effectivement, les gens s'imaginent que le fait de ne rien écrire les protège. Pas toujours. Parce que parfois, en écrivant certaines choses, on cadre aussi les choses. Vous avez rencontré ce cas de figure vous-même ?
Oui, souvent. On est souvent sur une problématique de baux non écrits. Et alors, la justice s'en remet à la parole de l'un contre celle de l'autre? Alors des éléments de preuve, des attestations, pour prouver s'il y a eu paiement de quelque chose, une contrepartie. Toute contrepartie peut être constitutive d'un fermage en nature. Donc il y a un débat qui peut être extrêmement varié et complexe sur l'existence ou non du bail et qui peut là aussi durer des années, amener jusqu'à la Cour de cassation et dû avoir 10 années de procédure, alors que si les choses avaient été clarifiées dès le départ, on aurait pu éviter cela. Mieux vaut borner, si le terme est approprié. On peut dire que mieux vaut borner, mieux vaut aussi, je pense que c'est un domaine dans lequel ce n'est pas encore tellement utilisé, utiliser le processus de médiation qui a été évoqué antérieurement. Parce que en matière de litige de baux ruraux, la loi prévoit que le juge doit d'abord tenter de concilier les parties. Il y a une tentative de conciliation obligatoire, comme en matière prud'homale. Malheureusement, le fonctionnement actuel de la justice, ces difficultés, fait qu'on n'a plus beaucoup le temps de donner vraiment vie à cette phase de conciliation. Et que le système de médiation qui est mis en place par le barreau essaie de recréer cela et de permettre aux gens de trouver vraiment la solution par la discussion, parce qu'on est dans un domaine où souvent les gens se connaissent, il y a un intuitu persuadé, parfois sur plusieurs générations, des relations quasi familiales qui après se détériorent par le contentieux, mais où on se dit si le dialogue avait été maintenu ou si le dialogue était restauré, premièrement tout le monde s'en porterait mieux parce que ce sont des gens qui par ailleurs sont également voisins, qui ont grandi ensemble dans un petit village. Tout le monde s'en porterait mieux si on trouve une solution amiable. Et en plus, ce sera une solution affinée adaptée aux besoins de chacun. Merci maître, rendez-vous la semaine prochaine avec l'Ordre des avocats des Hautes-Alpes.